Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre programme l'ASPAD Séminaire. C'est un réel plaisir que nous avons de commencer avec vous aujourd'hui la réflexion sur la thématique générale de réflexion que nous avons choisie, notamment essais critiques sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire. Mais avant de commencer, permettez-moi, messieurs, dames, de lancer en tout cas mes chaleureux remerciements à l'égard de l'institution grâce à laquelle cette session a bien eu lieu. Et donc je voudrais nommer le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs diaspora, c'est-à-dire le LASPAD. Donc le laboratoire qui est le LASPAD est un laboratoire interdisciplinaire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le LASPAD impulse aussi une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme ainsi qu'aux relations internationales. C'est dire donc que le LASPAD accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs ainsi qu'au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise donc dans le cadre de ce cycle de séminaires répondent à ce double objectif en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant par le truchement de ces canaux de communication un accès effectif de ces travaux à un large public. Je ne saurais aussi clore cette parenthèse de remerciements sans y associer en tout cas le laboratoire auquel je suis affilié, notamment le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, Guy Adjeté Kouassi-Grand de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvellement créé, le LECDA se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit qui se veut non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines des sciences sociales dans la définition du phénomène juridique, mais aussi et surtout de penser une science du droit plus soucieuse des réalités socio-anthropologiques. C'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de ses propres concepts juridiques. Grâce alors aux efforts combinés de ces deux laboratoires, mes camarades et moi sommes aujourd'hui en mesure de partager avec vous les modestes fruits de nos recherches. Qu'ils en soient alors grassement remerciés. Cela dit, permettez-moi aussi de me présenter. Je me nomme Younous Ababakar Sader Sané, doctorant en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et présentement, j'ai réfléchi sur une thèse en droit international privé dont le titre est le suivant: Qualification et statut personnel en Afrique noire. Nous aurons certainement le temps d'y revenir beaucoup plus en détail lors des prochaines séances que nous aurons à partager ensemble. Mesdames et messieurs, en raison d'une part au taux d'analphabétisme assez élevé, conjugué d'autre part à son caractère réputé très technique, la science juridique en Afrique noire francophone, au Sénégal en particulier, se révèle être sans exagération aucune un discours qui sonne creux. Perçu en effet par la majorité des justiciables comme n'étant que la chose du colon, face à laquelle l'attitude à adopter ne peut et ne doit être que l'indifférence et la méfiance, le droit officiel, ou plutôt le droit positif, dans sa relation avec ces derniers, s'épanouit mais très difficilement. Dans cette suite d'idées, cette problématique relation entre droit et justiciable, s'apparentant à bien y scruter en un véritable dialogue entre sourds, en vient logiquement à altérer l'efficacité attendue du premier sur ces derniers. Ce qui contribue in fine à faire du discours juridique qu'une chimère dans cet espace géographique. Au demeurant, une fois l'indépendance acquise, bon nombre de pays d'Afrique noire francophone, pour des raisons tenant notamment à des impératifs de développement et de modernité, vont faire le choix majeur et pas du tout innocent d'ériger la langue française en langue officielle, et ce, aux grandes dames des langues vernaculaires. Pourquoi réellement avoir fait un tel choix? Et maintenant que nous connaissons, grâce à ce qu'on a dit à l'entame de nos propos, l'énorme fossé qu'un tel choix aura créé entre sciences juridiques et citoyens, il s'y est légitimement de s'interroger sur la réelle pertinence de rester fidèle à une telle démarche. Pourquoi? Mais pourquoi la science juridique, si importante dans la vie courante, est-elle la chose de la seule langue française, étrangère et qui plus est incomprise par la majorité de la société à qui elle est destinée? Si, au-delà de son ésotérisme, le droit est véhiculé dans une langue étrangère et incomprise par la frange la plus importante des populations, ne pourrait-on pas, ou plutôt ne devrions-nous pas, procéder à sa vernacularisation, c'est-à-dire explorer les voies et moyens pouvant permettre à ce qu'il soit transmis via le canal des langues locales? Pourquoi une telle spoliation de ces dernières? Sont-elles incompatibles avec les sciences juridiques? Comment et dans quelle mesure pourrait-on les prendre en compte? Y aurait-il des obstacles à la mise en œuvre d'une telle politique? Au-delà d'un simple réajustement symbolique, ne faudrait-il pas impliquer davantage les langues dans, en tout cas, la vulgarisation, la transmission, ainsi que la conceptualisation des sciences juridiques? C'est en vue d'apporter des réponses satisfaisantes
à toutes ces questions soulevées que l'intérêt s'est posé pour nous de réfléchir sur la thématique suivante, langue africaine et sciences juridiques. Comme invité intervenant pour l'animation, notre choix s'est porté sur une dame dont la bravoure et l'engagement n'ont d'égaux que la générosité et la sagacité intellectuelle. Je veux nommer Madame la professeure Fatou Kiné Camara, ici présente. Maîtresse de conférences titulaires, elle est présentement enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre permanent du laboratoire d'études et de recherche critiques sur le droit en Afrique. Ses recherches portent particulièrement sur l'anthropologie juridique, la philosophie juridique, l'histoire du droit ainsi que le droit civil. Parallèlement à ses fonctions de juriste, elle est connue pour être très engagée dans divers combats visant à l'amélioration des femmes, de la vie des femmes ainsi que des personnes discriminées en général. Professeur Fatou Kiné Camara, en vous réitérant encore une fois tout le plaisir que nous avons à vous compter parmi nous cet après-midi, nous allons vous confier la parole. Mais avant de le faire, permettez-moi aussi de rappeler la façon dont en tout cas la rencontre va se tenir. C'est-à-dire étant donné que nous avons que 1h30 minutes, donc vous allez en tout cas avoir la parole entre 30 et 45 minutes. Et après ça, on va essayer de donner la parole aux personnes qui nous suivent et qui voudraient aussi intervenir pour poser des questions ou bien potentiellement faire des observations. Donc Madame la professeure, vous avez la parole. Merci. Merci Monsieur Sané. Et moi aussi, je remercie l'ASPAT pour son hospitalité. Et c'est vraiment, je les félicite aussi pour leurs locaux qui sont vraiment très beaux. Et je vous remercie, vous, l'équipe de recherche, qui s'est tous constituée de doctorants en droit privé, de l'ASPAT et du laboratoire LERCDA, Mamadou Sissoko, Alassane Dienaba Kobor, Younous Ababakar, Alassane Sané, Younous Ababakar, pardon, Sader Sané, Mbaye Thiam et Adama Kamara Tchoubou. Donc je vous remercie de m'avoir proposé ce sujet qui me tient à cœur parce que la question des langues nationales, c'était un point sur lequel j'ai travaillé. J'ai écrit un article dessus à la revue Droit sénégalais de 2010 et je vous félicite de ce point de vue sur la richesse de la note conceptuelle qui a accompagné la proposition que vous m'avez faite de faire cette présentation. Donc les sciences juridiques, elles désignent le droit en tant qu'ensemble de concepts, de méthodes et des procédés techniques. J'ai préféré la terminologie langue africaine à celle de langue locale pour, dès le départ, délimiter d'emblée de quoi il va être question. Planter le décor. C'est-à-dire, quelle est la place des langues africaines dans les sciences juridiques. Et en prenant l'exemple du Sénégal, en posant la question, les langues africaines ont-elles été utilisées dans la détermination des concepts juridiques, dans la manière de penser le droit et de raisonner en tant que juriste? Et la réponse à cette question va démontrer que l'on ne peut pas faire d'une langue, quelle qu'elle soit, un mode de communication neutre. Parce que toute langue, y compris la langue juridique, véhicule un lourd bagage culturel. Je dirais que je l'appellerai passager clandestin. On y reviendra. Au Sénégal, depuis l'indépendance, le français est désigné comme langue officielle par toutes les constitutions que nous avons eues, depuis celle de la Fédération du Mali de 1959 jusqu'à l'actuelle, qui date de janvier 2001. En 1979, c'est seulement en 1979 que l'on a introduit dans la Constitution les 6 langues nationales. Sinon, il n'y avait que le français comme langue officielle. Et la Constitution de 2001 a augmenté le nombre potentiel de langues nationales avec la formule suivante, je lis, c'est l'article 1er de la Constitution. La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pulaar, le séréer, le soninké, le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. Donc on ne nous dit pas, enfin codifié cela veut dire doté d'un alphabet harmonisé officiel. Le problème c'est qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qu'une langue nationale. Mais à partir de la liste qui est déjà retenue dans la Constitution, on peut dire que ce sont les langues du pays, c'est-à-dire les langues des communautés ethniques qui ont historiquement peuplé le Sénégal. Quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences que la Constitution tire de cette distinction qu'elle a effectuée entre langue officielle et langue nationale? La réponse est aucune. Dans le sens où la langue officielle, c'est-à-dire le français, reste la langue de l'État, c'est-à-dire la langue par laquelle l'État et ses démembrements s'adressent aux citoyens et citoyennes.
Donc c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue de l'administration, tous les documents administratifs doivent être en français, c'est la langue du droit et de la justice, ce qui veut dire que les lois, les règlements et tous les documents qui s'y rapportent doivent également être rédigés dans la langue officielle, c'est-à-dire en français. Donc, en plus, l'article 28 de la Constitution commande que tout candidat à l'élection présidentielle doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, c'est-à-dire le français. Et la question qui doit venir automatiquement, de mon point de vue, à l'esprit de tout citoyen, et de toute citoyenne, et même de toute juriste, c'est pourquoi est-ce qu'on donne ainsi l'exclusivité aux Français? Pourquoi est-ce que c'est une langue européenne qui a le seul statut de langue officielle au détriment de toutes les langues africaines qui sont pourtant reconnues comme langue du pays ou langue nationale? En Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. 9 d'entre elles sont les langues africaines du pays. Et comme je disais au départ, j'ai écrit dans la revue Droit sénégalais de novembre 2010 un article qui s'appelle « Sur justement les avantages du multilinguisme ». Donc j'ai donné toutes les raisons pour lesquelles il n'y a pas de raison pour le Sénégal devrait avoir plusieurs langues officielles. Mais la réponse à la question de savoir pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui nous n'avons qu'une seule langue officielle et que cette langue officielle c'est le français, la réponse à cette question va apparaître avec l'étude des conséquences de la mise à l'écart des langues africaines dans le domaine des sciences juridiques. Et on va voir d'abord la conception du droit qui est révélée par la non-utilisation des langues africaines. Et ensuite, nous allons voir les concepts juridiques, comment est-ce que les conceptions juridiques sont compris, acceptés ou rejetés selon la langue du droit, la langue qui est utilisée. Et je vais donner quelques exemples. Mais d'abord, commençons avec la conception du droit telle qu'elle est révélée par la non-utilisation des langues africaines. Et là, nous verrons d'abord que cela pose la suprématie de la définition romano-germanique du droit. Et ensuite, nous verrons que cette suprématie est un instrument de castration démocratique, pour reprendre la belle formule du professeur Abdelaziz Diouf. Donc, qu'est-ce qui pose la suprématie de la définition romano-germanique du droit? C'est l'exclusion des langues africaines. Comment cela? Parce qu'on ne peut pas penser le droit de la même manière selon qu'il est conçu comme un ensemble de règles de droit, et vous allez tous reconnaître, vous tous qui êtes juristes, parce que c'est ce qu'on vous enseigne dès la première année de droit. Donc qu'est-ce que le droit? C'est un ensemble de règles de droit, règles générales et impersonnelles issues des organes étatiques ou supra-étatiques compétents. Règles dont la sanction ou l'effectivité est assurée par l'autorité publique. Cela veut dire que leur violation peut faire l'objet de poursuites administratives ou judiciaires, et que leur effectivité, c'est-à-dire que la réalisation de ces règles dépend aussi et garantie par les pouvoirs publics. Et c'est là que, première année, premier TD, on vous demande de bien retenir la distinction entre la règle de droit et les autres règles de la vie sociale. On vous martèle le fait que, attention, les règles de droit, ce ne sont pas nécessairement des règles religieuses, ce ne sont pas nécessairement des règles morales ou des règles éthiques ou des règles de politesse. Et là, le droit en français, puisque le français est l'unique langue officielle, le droit en français nous pose comme ça la tradition, porte la tradition romano-germanique du droit qui nous donne cette définition du droit. Mais si on nous enseignait le droit en Wolof, ce qu'on entendrait tout de suite, et le Wolof est une des langues nationales reconnues par la Constitution, si on nous parle de droit, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est yon, c'est-à-dire le chemin, la voie, la procédure. Mais un chemin, les procédures doivent mener à quelque part. Donc mener où? À Deg, c'est-à-dire la vérité. Mais la vérité dans le sens de ce qui est juste, la justice. Parce que dans la conception africaine du droit, le droit c'est la justice. Donc vous voyez tout de suite l'opposition avec ce qu'on nous dit dans la tradition romano-germanique. Et cette conception-là du droit, c'est depuis l'Égypte ancienne, allez regarder dans les livres sur l'Égypte ancienne, c'est Maat, la déesse Maat, vérité, équité, justice. Mais où nous mène ce chemin? Yon, ça nous mène où? On a dit à la vérité. Et pourquoi? Parce que c'est source d'harmonie. Donc tout ceci nous doit nous amener à l'harmonie dans la société. Et pour mieux comprendre, là encore on utilise un adage, on pourrait considérer que c'est un principe général du droit. La vérité est une aiguille qui peut être ramassée par un enfant comme par un adulte. Qu'est-ce qu'on entend par l'analogie avec l'aiguille? C'est parce que l'aiguille sert à raccommoder. Donc si on dit la vérité c'est une aiguille, donc vous voyez, tout se tient. On dit aussi acte, trancher un litige, c'est énoncer le vrai. Donc on est bien dans une conception du droit diamétralement opposée avec celle qu'on nous enseigne et que nous permet
qui ne nous permet de voir que l'utilisation de nos langues. Et pour ce qui est de... pour dénoncer un comportement jugé arbitraire, on dira « li du deug du yoon ». Cela veut dire « ceci n'est conforme ni à la vérité, deug, ni à la procédure à suivre, yoon ». Et aujourd'hui, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on avait déterminé ces procédures conformes à la vérité et à la justice, je vous renvoie aussi à un article que j'ai écrit, parce que c'est une question sur laquelle je travaille depuis longtemps. La démocratie des Gaules, les réalités dévoilées par les mythes, qui est paru aux Annales africaines de 2019. Donc l'exclusion des langues africaines de la science juridique, c'est-à-dire de la connaissance du droit, de ses concepts, se révèle ainsi au fondement de la persistance de la conception romano-germanique du droit au Sénégal. Et ce qu'il y a, c'est que les juristes ne sont pas amenés à réfléchir sur les procédures à suivre afin d'aboutir à des solutions considérées par tous et toutes comme justes, équitables et garantissant de ce fait l'harmonie sociale, parce que le droit qu'ils utilisent, la langue du droit qu'ils utilisent, ne les y amène pas. C'est comme un logiciel. Ils ont un logiciel qui les mène vers le droit positif, c'est-à-dire le droit, c'est ce qui a été édicté par les autorités publiques, donc c'est ça qu'on doit enseigner et comprendre, et c'est tout. Donc cette conception positiviste du droit, elle est portée par le modèle juridique français et s'impose automatiquement, comme ce que j'avais dit dans l'introduction, en passager clandestin, parce que cette conception, elle est portée sans le dire par la langue. Et les conséquences de ce statut, conféré à la langue française, donc au fait qu'on est obligé d'enseigner le droit en français, donc ça nous inocule par là la conception romano-germanique du droit, c'est cela qui maintient les citoyens et les citoyennes à l'écart de l'organisation de la chose publique. Comme l'explique le professeur Abdelaziz Diouf dans son excellent article « Réécrire la justice pour fonder un état de droit » dans la revue sénégalaise de droit. Et pour ce qui est de la pérennité du modèle français, je vous recommande le livre du professeur Patrice Aristide Badji, « L'avenir du modèle juridique privé français en Afrique noire francophone ». Et c'est que ça nous amène maintenant à voir en quoi est-ce que c'est un instrument de castration démocratique. Cette belle formule a été utilisée par le professeur Abdelaziz Diouf dans son article que j'ai déjà mentionné à la revue sénégalaise de droit, celle qui vient juste de sortir, là, septembre 2024. À lire absolument, c'est un must, on ne peut pas faire du droit, on ne peut pas être magistrat, avocat, dans n'importe quelle profession du droit sans lire cet article. Et il y fait le constat suivant lequel, je cite, « C'est parce que le pouvoir politique autoritaire tient à distance les populations dans l'organisation de la chose publique que toute institution sociale perpétuant une telle logique dans ses rapports avec les citoyens devient elle-même un instrument de castration démocratique et, in fine, de l'état de droit. » Mais qu'est-ce qui permet, la question qu'il faut se poser, c'est mais qu'est-ce qui permet à l'État de faire du droit un tel instrument de maintien à distance des populations? C'est-à-dire être dans l'udul deug te du yoon, c'est-à-dire être dans ce qui n'est ni juste, ni conforme à la procédure à suivre. Eh bien, c'est la non-utilisation des langues africaines dans la conception du droit. Et dans le même article, le professeur Abdelaziz Diouf fait cette très pertinente observation. Je cite, « En sciences juridiques, l'inscription de nos facultés de droit dans un paradigme romano-germanique pose d'abord un problème de souveraineté épistémique. » C'est-à-dire, on ne maîtrise pas, on devrait maîtriser le langage du droit, le langage du savoir. Et ce problème de souveraineté, il y a un problème de souveraineté épistémique en ce que l'inscription de facultés de droit dans un paradigme romano-germanique, je reprends, pose d'abord un problème de souveraineté épistémique en ce qu'elle remet en cause la nature politique, voire civilisationnelle du droit. Ce qui veut bien dire que le droit est dit dans une langue qui porte un message culturel, des valeurs civilisationnelles précises. Il n'y a donc pas de droit neutre. Chaque famille, chaque système de droit représente, traduit, consacre des normes civilisationnelles spécifiques à la société qui a produit ce droit. Donc en parlant la langue de ce droit, on reprend, sans s'en rendre compte, les concepts, la manière de penser des sociétés où ce droit a été produit. Et je vais donner maintenant, dans cette deuxième partie, des exemples. Deux exemples. D'abord le prêt à intérêt. Et on va voir comment est-ce qu'il est conçu selon la langue, comment on peut le concevoir à travers la langue qui est utilisée. Et l'autre exemple, ce sera le droit de propriété. Et j'ai pris ces deux exemples dans un ouvrage, là aussi,
qui a été écrit par un économiste anthropologue, mais qui est à lire par tous les juristes, parce que vraiment, moi je l'ai lu en entier et on a l'impression que c'est un juriste qui l'a écrit pour les juristes, et pourtant c'est le travail d'un économiste anthropologue, David Graeber. Son livre s'appelle Dette, 5000 ans d'histoire, et il donne, en bon anthropologue qu'il est, pour faire comprendre son point de vue sur un point éminemment juridique. Il commence par la phrase « Donc, qu'est-ce qui distingue un contre-don généreux d'un paiement d'intérêt ?» Là, vous voyez bien qu'on est au cœur de la science juridique, parce que c'est la qualification. Voilà un fait. Est-ce que c'est, on va dire, quelqu'un vous a donné de l'argent, vous lui rendez cet argent en rajoutant. Est-ce qu'on est dans le contre-don généreux, qualification, qui nous met dans une conception qui est celle des rapports humains, de créer une relation sociale faite de... C'est ça, dans la générosité, en Wolof on dirait teranga njukal delo njukal, ou est-ce qu'on est dans le domaine, il dit, est-ce qu'on est en matière d'un paiement d'intérêt? Et là, on sort des relations, je pourrais dire affectives, on est dans ce que les Américains appellent le business. Et vous voyez, dans beaucoup de films, dans un film culte, Le Parrain, où il y a Pacino qui dit souvent It's nothing personal, it's just business. C'est-à-dire que le business n'est pas personnel. Donc même si c'est inhumain, même si c'est amoral, c'est le business. Donc c'est une conception des relations humaines qui est totalement différente selon la qualification qu'on donne. Donc pour comprendre comment est-ce que la langue va traduire, selon qu'on va choisir une qualification plutôt qu'une autre, il nous donne cette fable. Ça aussi, c'est typique des sociétés de tradition orale où le droit s'enseigne par les fables. Donc voici la fable. C'est la base d'une des plus célèbres histoires de Nasreddin, qui semble avoir amusé pendant des siècles les paysans de tout le bassin méditerranéen et des régions voisines. Quand on vous dit bassin méditerranéen et qu'il s'agit de la période de l'Antiquité, c'est souvent parce qu'on ne veut pas dire qu'en fait, il s'agit de l'Afrique. Voilà, surtout l'Afrique et les pays voisins, c'est-à-dire l'Afrique, l'Égypte, et les pays qui sont, ceux qui sont venus hors d'Afrique, comment dire, chercher la connaissance en Égypte. Bon, donc, bassin méditerranéen, entendez cette partie-là de l'Afrique. Qui sont les côtes méditerranéennes. Donc, il dit, elle repose aussi, je dois le préciser, sur un jeu de mots car dans de nombreuses langues, vous voyez l'importance de la langue dans la qualification, dans de nombreuses langues méditerranéennes, dont le grec, le mot qui veut dire intérêt signifie généralement progéniture, enfant, petit. En Wolof aussi, intérêt, ce sera djur, ce que l'argent a enfanté. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Un jour, le voisin de Nasreddin, bien connu pour son avarice, vient lui dire qu'il organise une fête pour quelques amis. Peut-il lui emprunter quelques-uns de ses plats de cuisson? Nasreddin n'en a pas beaucoup, mais il lui répond qu'il les lui prête avec joie. Quand l'avare revient le lendemain, il rapporte les 3 plats de Nasreddin et un tout petit plat en plus. « C'est quoi ça ?» demande Nasreddin. « Ah, c'est le petit des plats. Ils ont fait un bébé pendant qu'ils étaient chez moi. » Nasreddin hausse les épaules et prend les plats. L'avare s'en va, tout heureux d'avoir établi le principe de l'intérêt. Un mois plus tard, Nasreddin organise une fête et il va emprunter une douzaine de plats dans la vaisselle autrement luxueuse de son voisin. L'avare s'exécute, après quoi il attend une journée, puis 2. Le 3e jour, l'avare vient aux nouvelles et demande ce qui est arrivé à ses plats de cuisson. Ah, dit sombrement Nasreddin. Ce fut une terrible tragédie. Ils sont morts. Et là, nous dit Graeber, l'histoire est frappante parce que Nasreddin n'adopte pratiquement jamais un comportement qu'un public actuel jugerait malhonnête ou abusé. Il faut bien comprendre que ce comportement, on pourrait dire Nasreddin a été malhonnête, mais les histoires où il le fait, où il a un comportement qu'on pourrait juger avec nos yeux d'aujourd'hui malhonnête, les histoires où il le fait concernent toujours ses relations avec son voisin l'avare. Parce que l'avare, c'est un stéréotype. C'est-à-dire que, nous dit Graeber, l'auditeur est censé savoir que, puisqu'il s'agit d'un avare, ce voisin doit nécessairement avoir de mauvaises intentions. Cela veut dire qu'on nous met dans un champ de pensée ou dans un champ civilisationnel qui est que ce que l'avare apporte, donc ces affaires de prêt d'intérêt, c'est forcément mauvais parce que c'est l'avare qui le fait. Donc alors que le français dira, vous bénéficiez d'un prêt, ce que ça montre ici, c'est que le bénéficier, ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas bon le prêt.
Et c'est ça que le fait qu'on joue ce tour à l'avare veut dire. L'avare, c'est un stéréotype, et on a le même personnage avec Bouki. Et je vous renvoie à l'histoire de Bouki et la vieille fermière dans La belle histoire de l'ouvrière. C'est la même chose, où Bouki, par un procédé malhonnête, réussit à rendre une gentille vieille dame faussement débitrice, et se prétendant créancier, il va réussir à lui soutirer petit à petit toute sa fortune. Donc c'est pour montrer que dès l'instant qu'on pose un personnage, que tout le monde, la communauté sait que ce personnage-là, tout ce qu'il propose, ce n'est pas bon, ça nous place déjà dans comment est-ce qu'il faut concevoir le concept de prêt à intérêt. Et je vous donne un autre exemple, toujours David Graeber. Je prendrai un peu plus de temps parce que c'est sur le droit de propriété. Or, le droit de propriété, c'est ce qui a servi, la définition quand avait le colon, quand il est venu pour piller, occuper, s'emparer de tout ce qu'il pouvait. Il a dit, bon, puisque vous, Africains, vous n'admettez pas ma conception de la propriété, cela veut dire que vous ne connaissez pas la propriété, donc vous n'êtes pas propriétaire, je peux prendre vos terres, ces terres n'appartiennent à personne. Donc il est important, je pense, de prendre le temps qu'il faut pour voir cette question-là de la langue du droit, comment est-ce que nous autres Africains, nous devons vraiment y accorder beaucoup d'importance. Donc David Graeber s'interroge sur l'origine de l'insistance du droit romain à définir la propriété en termes de relation entre une personne et une chose. Et David Graeber écrit ceci. En droit romain, la propriété ou dominium est une relation entre une personne et une chose, caractérisée par le pouvoir absolu de cette personne sur cette chose. Une telle définition a causé d'innombrables problèmes conceptuels. D'abord, on ne voit pas bien ce que cela signifierait pour un être humain d'avoir une relation avec un objet inanimé. Les personnes peuvent avoir des relations entre elles, mais qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire d'avoir une relation avec une chose? Et si on en avait une, qu'est-ce que cela voudrait dire de donner à cette relation un statut juridique? Et pour qu'on comprenne mieux, il explique, et puis il dit finalement, il est clair qu'en réalité, et nous autres juristes, nous le savons, c'est ce qu'on nous enseigne la première année sur le droit de propriété, il est clair qu'en réalité, la propriété n'est pas une relation entre une personne et une chose. C'est une entente, une convention entre des personnes concernant des choses. Donc il dit, nous parlons de droit détenu, comme dit la loi anglaise, against all the world, c'est-à-dire contre le monde entier. Nous, on utilise plutôt la formule latine, erga omnes, c'est-à-dire un droit opposable à tous. C'est-à-dire d'un accord entre nous et tous les autres habitants de la planète, au terme duquel ils s'abstiendront tous d'interférer avec nos possessions et nous laisserons donc les traiter plus ou moins comme nous voudrons. Une relation, David Graeber dit, une relation entre une personne et tous les autres habitants de la planète est bien sûr difficile à concevoir comme telle. Il est plus facile de la penser comme une relation avec une chose. Mais il dit même dans ce cas-là, en pratique, cette liberté de faire ce qui nous plaît se révèle tout à fait limitée. Donc là encore, on ne comprend pas pourquoi cette insistance à dire on fait ce qu'on veut de notre bien et que c'est ça qui définit la propriété. Et ce qu'il dit de Graeber, il dit néanmoins, le droit romain soutient bel et bien que la propriété, que la forme de la propriété et la propriété, la forme fondamentale de la propriété privée. En fait, quand ils disent propriété privée, c'est propriété individuelle. Et que la propriété privée est le pouvoir absolu du propriétaire de faire tout ce qu'il veut avec ses possessions. Et vous connaissez la suite, les juristes médiévaux du XIIe siècle ont affiné l'analyse en divisant ce pouvoir en 3 principes qu'on connaît par cœur depuis la première année de droit, là encore, usus, l'usage de la chose, fructus, les fruits, autrement dit la jouissance des produits de la chose, et l'abusus, c'est-à-dire l'abus ou la destruction de la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Graeber qui nous dit que nulle part ailleurs, apparemment, les théoriciens du droit n'ont jugé ce constat intéressant ou important à quelque titre que ce soit. Et c'est notre cas à nous en Afrique. En Afrique, la propriété n'est certainement pas définie de cette manière, surtout en matière foncière, où elle n'est ni assimilée à la propriété individuelle, ni au droit de vendre son bien. Donc je reprends la très intéressante constatation de Graeber. Donc nulle part ailleurs, apparemment, les théoriciens du droit n'ont fait ce constat intéressant ou important à quelque titre que ce soit. Il est sûr qu'aucune autre tradition, donc seule la tradition, aucune autre tradition que la tradition romano-germanique, n'en fait la base même de son droit de propriété. Donc comment cela s'est-il produit? Comment ça se fait que pour les Romains c'était si important? Et voilà la réponse que donne Graeber. Il cite un autre auteur, Orlando Patterson. Il est difficile de comprendre pourquoi les Romains ont pu vouloir inventer
l'idée d'une relation entre une personne et une chose. Tant que nous n'avons pas saisi que dans la plupart des cas, la chose qu'ils avaient à l'esprit était un esclave. Donc vous voyez, on est dans une conception des rapports humains où on peut prendre un être humain et en faire une chose. Et dire en plus que, et insister sur le fait qu'on peut tout le faire à cette chose. Et Graeber reprend, le mot dominium qui signifie propriété privée absolue n'est pas ancien, il n'apparaît en latin qu'à la fin de la République, à peu près, et c'est important la date d'apparition, au moment où des centaines de milliers de travailleurs captifs sont déportés en Italie et où Rome, par conséquent, commence à devenir une véritable société esclavagiste. Et je passe, donc c'est clair, d'où est-ce que ça vient cette insistance sur la définition qui donne la propriété, ça vient d'une civilisation esclavagiste. Mais pour le code de la famille, là je parle du droit français, maintenant pour le code de la famille, voyons un peu d'où nous vient cette conception-là du pater familias et chef de la famille. Quant à dominium, le mot dérive de dominus, maître ou maître d'esclave. Mais en dernière analyse, de domus, maison ou maisonnée. Le sens de domus recoupe un peu celui de familia, famille. Mais les défenseurs des valeurs familiales, je parle là, évidemment, ils parlent là des valeurs familiales occidentales, donc les défenseurs des valeurs familiales jugeront peut-être intéressant de le savoir, familia lui-même dérive en dernière analyse du mot famulus, esclave. Une famille, c'était à l'origine l'ensemble de ceux qui se trouvaient sous l'autorité domestique d'un pater familias. Donc c'est ça qu'est le pater familias, un maître d'esclaves. Et cette autorité, du moins dans le droit romain le plus ancien, était conçue comme absolue. Un homme n'avait pas tout pouvoir sur son épouse puisqu'elle était encore à quelques degrés sous la protection de son père. Bon, comme on sait que les pères pouvaient tuer leurs enfants, ça fait une protection assez, bon, c'est assez relatif. Mais ses enfants, ses esclaves, ses autres dépendants étaient à lui. Il pouvait faire d'eux ce qu'il voulait. Dans le droit romain primitif au moins, il était parfaitement libre de les fouetter, de les torturer, de les vendre. Donc c'est cette conception-là qu'on a intégrée dans le code de la famille. En note, Graeber précise, le mot familia et ses divers dérivés européens ultérieurs, famille en français, famille en anglais, etc., ont continué à désigner essentiellement une unité d'autorité et pas nécessairement de parenté jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Donc, le droit de propriété tel qu'il est défini par l'article 544 du Code de la famille, comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, est le fruit d'une logique esclavagiste. Il représente un droit aux antipodes de toute logique humaniste, c'est-à-dire attentif aux droits fondamentaux des personnes et des peuples. Rien que cette constatation rend légitime la recherche par des juristes africaines et des juristes africains de la définition africaine de la propriété. Comment se dit et se comprend la propriété dans les langues africaines? Idem, qu'est-ce que cela signifie dans les langues africaines d'être désigné comme maître ou maîtresse? Je donne un exemple. En Wolof, déjà on ne peut pas être lexicalement maître de quelqu'un. Et borom, ça veut dire propriétaire de. Propriétaire de mon ordinateur, de ce stylo. Ou ça peut vouloir dire maître, maîtresse, mais dans le sens de maîtresse de maison. À l'origine d'ailleurs, on disait le boromkel, ce n'était pas le maître. Ce n'était pas l'homme comme aujourd'hui on le dit, c'était la femme, comme c'est prouvé avec l'exemple de l'Égypte ancienne. Ou c'est encore le borom, c'est le responsable. Il y a dans cette idée de borom, pas cette idée d'un maître d'esclave tout puissant, mais plutôt l'idée d'un gestionnaire, d'un gardien, d'un responsable qui doit veiller, comme serait le borom dek ou maire de la ville. Donc c'est aussi l'idée de, quand on dit borom khamkham, celui qui a la maîtrise de, le spécialiste d'une matière, le maître en savoir. Et sur la terre et la propriété foncière, le maître de la terre et la propriété foncière, dans la tradition africaine, je vous recommande évidemment l'ouvrage de référence de Guy Adjeté Kwasigan, L'homme et la terre. Je finis avec la définition qui est pour montrer qu'on peut parfaitement être dans la modernité avec les droits coutumiers, enfin, la tradition africaine. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a rendu un arrêt récemment dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre la République du Kenya, où la Cour africaine dit ceci. Il découle de l'article 26.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que les droits qui peuvent être reconnus aux populations ou aux communautés autochtones sur leurs terres ancestrales sont variables
et n'emporte pas nécessairement le droit de propriété dans son acception classique. Ça veut dire, quand ils disent acception classique, on entend l'acception romano-germanique. Donc dans son acception classique, incluant le droit d'en disposer, c'est-à-dire l'abusus. Sans exclure le droit de propriété, au sens classique du terme, cette disposition met davantage l'accent sur les droits de possession, d'occupation, d'utilisation et d'exploitation des terres. Je conclus, il s'agit de mettre en œuvre une pédagogie non aliénatrice dans l'enseignement du droit. Et ainsi, il faut que nous nous démarquions de cette attitude que le grand penseur et économiste Amadi Ali-Dien dénonçait vigoureusement en fustigeant ceux qui se contentent, je cite, d'imiter comme un singe et de répéter comme un perroquet. Parce que, justement, on ne leur a pas appris à faire autrement. Il est donc impérieux de prouver, grâce aux études de droit en langues africaines et en langue non africaine, les deux à la fois, il n'est pas nécessaire d'exclure une langue, mais d'inclure les langues africaines. Et c'est ce qui va montrer que d'autres lois sont possibles, tout comme un autre monde est possible, pour la simple raison que cet autre monde a existé durant des millénaires sur le continent africain. L'effet du décloisonnement des esprits produit par les langues africaines dans les sciences juridiques, l'enseignement des sciences juridiques avec les langues africaines, cela va avoir un effet de droit comparé tel que décrit par James Gordley, qui écrivait « Un étudiant confronté à une seule solution à un problème juridique a tendance à supposer que c'est la bonne. Lorsqu'il est confronté à deux, il est encouragé à penser. » Et cet encouragement à penser est nommé la dimension subversive, la fonction subversive du droit comparé par Horacio Mio-Watt, qui dit aussi que rien n'est plus pareil après la comparaison. Le droit comparé, donc l'utilisation des langues africaines, devient ainsi le lieu privilégié de la réflexion juridique. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, merci professeur pour nous avoir vraiment gratifié de cet exposé ô combien riche. Nous vous remercions franchement parce que nous aurions aussi vraiment voulu avoir beaucoup plus de temps pour entrer en détail sur les différents concepts et les différents détails que vous avez donnés, mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Donc, on va maintenant donner la possibilité aux gens qui nous suivent de pouvoir aussi adresser leurs questions, vous adresser leurs questions, et si aussi ils ont aussi des observations, nous restons à l'écoute pour en tout cas les prendre et ainsi ouvrir la discussion sur la thématique. Donc, si vous avez des questions, vous autres qui nous suivez, on vous donne la parole. Alors professeur, moi je vais en profiter en attendant que les autres puissent nous faire parvenir leurs questions. En fait, dans le cadre des recherches que nous faisions sur la note conceptuelle, on a eu à tomber sur votre vraiment excellent article, mais aussi l'article du professeur Riccardo Capelletti. Oui. En tout cas, je pense bien prononcer le nom. Et c'est un article qui porte sur, le titre c'est dire les droits et dire les droits en Afrique. C'est-à-dire que la situation, il a parlé de la situation des parajuristes ainsi que des défis linguistiques. Et dans cet article-là, il en tout cas aborde la situation des parajuristes et nous fait part en tout cas de l'apport que pourraient avoir ces parajuristes-là dans la transmission et la vulgarisation du droit. Et dans votre article aussi, on a vu aussi un passage, en tout cas où vous nous parliez, mais de la possibilité d'aller au-delà du simple confectionnement de lexiques juridiques. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, et essayer de confectionner des lexiques juridiques en Diola, en Wolof, en Serer. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à cette idée-là, et par rapport à l'idée du professeur Capelletti, qui est de mettre en œuvre, en tout cas, de favoriser, en tout cas, d'être dans une mesure de faire une promotion des parajuristes, quelle est en tout cas entre les deux, à votre avis, quelle est en tout cas la meilleure façon d'atteindre en tout cas le cœur de la population, si je peux le dire ainsi, parce que je crois que l'idée c'est vraiment de voir comment faire pour que la société, la population à qui le droit est destiné puisse vraiment se sentir concernée par le droit. Donc avec les lexiques juridiques qui vont être confectionnés sous les langues locales, et aussi la formation et la promotion de la situation des parajuristes, quel est à votre avis, en tout cas ce moyen-là ou ce mécanisme qui pourrait beaucoup plus être facile pour atteindre le cœur de la population? Oui, oui, avec Riccardo Capelletti, on a vraiment on est tout à fait en accord sur cette manière de voir le fait qu'il faut que le droit soit une réalité culturelle. Et la première manière d'intégrer culturellement le droit, c'est évidemment la langue. C'est la première porte d'entrée. Et donc, les parajuristes, c'est une formation
Nous formons des parajuristes à l'Association des juristes sénégalaises dont je suis une des présidentes d'honneur. Et l'idée des parajuristes, justement, c'est de prendre des personnes qui sont dans leur communauté, déjà des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes leaders, des personnes qu'on va voir quand il y a un problème. Donc il est important de leur faire connaître le droit dans la langue des populations. C'est-à-dire les personnes vont venir les voir, leur poser des questions, mais dans leur langue, en diola, en sérère. Donc ça n'a pas de sens qu'on leur dise dans des domaines bien précis, état civil, violence basée sur le genre, que dit la loi, si on leur dit en français, puisqu'après eux, ils doivent aller faire la transmission dans la langue parlée par les justiciables que ça va intéresser. Donc directement, on va faire les formations dans les langues africaines de la communauté concernée. Et ça, franchement, c'est un succès. Nous sommes en contact permanent avec nos parajuristes pour une sorte de formation continue. Et pour ce qui est des lexiques, c'est parce que, évidemment, le droit, c'est une langue dans la langue. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle diola, sérère pour la wolof qu'on aura forcément tous les termes juridiques dont on aura besoin. Donc là aussi, il est important qu'on mette à leur disposition, et puis de tous les juristes d'ailleurs, des lexiques juridiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur le lexique juridique, ça nous oblige aussi, comme je dis, dès l'instant qu'on se pose la question du « oui, mais comment ça se dit en wolof, comment ça se dit en pulaar », ça nous fait nous remettre en question plutôt parfois certaines solutions qu'il y a dans notre droit positif. Se dit pourtant si la solution elle est là dans notre droit. Effectivement. Donc c'est ça le double avantage des lexiques. Effectivement. Alors on a des questions qui nous parviennent de notre auditoire. D'abord on a une question de M. Abdoulaye Cissé. Il nous pose la question de savoir, je cite, comment l'utilisation des langues africaines dans les pratiques juridiques peut-elle améliorer la compréhension et la participation des citoyens dans les processus judiciaires? C'est la question qu'il nous pose M. Cissé. Donc je répète, comment l'utilisation des langues africaines dans les pratiques juridiques peut-elle améliorer la compréhension ainsi que la participation des citoyens dans les processus judiciaires? Ça, j'en ai une expérience pratique. Il y a quelques années, quand j'étais encore beaucoup plus active dans le mouvement associatif, j'étais allée faire une formation à Ziguinchor et nous avions parlé aux femmes leaders pour lesquelles nous faisions la formation. C'était sur l'état civil, comment avoir les papiers d'état civil quand on n'a pas à temps enregistré l'enfant. Et on l'a fait dans les langues. Bon, moi je ne parle que wolof, mais c'était traduit en socé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès que vous dites le droit, même si on ne fait que traduire les règles qui sont dans le code de la famille, on les dit dans les langues que les populations comprennent, ils se l'approprient tout de suite. Ça devient simple. C'est-à-dire que nous, en TD, en cours, on peut prendre des heures à expliquer, des jours même, en quelques heures, parce qu'on avait des fois que 2-3 jours de séminaire. Tout de suite, ça y est, les femmes, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des femmes qui avaient des diplômes, pas du tout, mais elles comprenaient tout de suite. Parce que c'était dans leur langue. Donc dès que c'est dans leur langue, elles se l'approprient, elles sont à l'aise pour poser des questions. Et puis après, pour le parcours judiciaire aussi, ça c'est autre chose, le parcours judiciaire. Donc on était allé avec elles jusqu'au tribunal là-bas, de Ziguinchor. On avait été très bien accueillis par le greffier qui était sur place, par le président du tribunal aussi. Donc on leur a montré le parcours, si jamais elles voulaient faire des demandes de... C'est quoi la formule encore j'ai oublié comment on appelle quand on n'a pas les papiers qu'il faut, enfin bref, on était allé avec elles sur place pour faire avec elles le parcours judiciaire pour qu'elles n'aient plus peur du lieu où se délivre la justice. Donc il fallait déjà aussi les y emmener et que là aussi, mais c'est sûr que si tout cela se faisait dans les langues et puis que les lieux étaient des lieux qu'elles connaissent tout de suite, ça se passerait mieux. Donc il faut et ça aussi c'est ça qui vient dans l'article du professeur Abdoulaziz Diouf, c'est qu'il insiste, il pose aussi cette question-là, des lieux de justice. Comment faire pour que culturellement ils soient bien enracinés. Effectivement. Alors après cette question, on a aussi une autre question, mais celle-ci porte sur n'y a-t-il pas des spécialistes dans le domaine? C'est-à-dire que dans le cadre de comment faire pour travailler pour que les langues locales puissent en tout cas être intégrées dans les séances juridiques. Je crois que tout à l'heure, la situation des parajuristes qu'on a parlé et tout, en tout cas, ils peuvent être utilisés comme étant des exemples concrets
en tant que spécialistes, même s'ils ne sont pas considérés dans la pratique comme de vrais juristes, mais quand même ce sont des gens qui peuvent, en tout cas, sur qui on peut compter pour en tout cas vulgariser le droit. On a aussi... sur cette question-là, surtout, est-ce qu'il y a des spécialistes? Oui, il y a des spécialistes. Oui. Les spécialistes, il y en a. Il y a le haut magistrat Ahmed Diouf qui donne au CFJ des cours comment dire encore, de Wolof juridique. Il y a même un lexique de termes juridiques. Donc, il a formé des interprètes et traducteurs justement pour les tribunaux. Parce qu'il faut bien dans les tribunaux que les justiciables qui ne parlent pas français, qui puissent comprendre quand même quand ils sont attirés devant les tribunaux de quoi il s'agit. Donc, il a formé des interprètes. Donc, ces interprètes-là, maintenant, on peut considérer qu'ils sont spécialistes dans la langue dans laquelle on les a, spécialistes en droit, pour ce qui est de la traduction dans la langue dans laquelle ils ont été formés. Donc, je sais que c'était le cas pour le Wolof. Pour le Poulard aussi, je crois que j'avais vu un tel lexique. Pour le Wolof, je suis sûre. Hein. Donc il y a bien le haut magistrat Ahmed Diouf qui est vraiment en la matière le spécialiste pour ce qui est du droit que je connais bien. Ok, d'accord. Donc merci pour cette réponse. Il y a aussi le sieur Alpha Mayor Sigay qui vous interpelle sur, en tout cas, puisqu'on parle d'intégrer les langues locales dans, en tout cas, la conception des séances juridiques, il pense que le fait de vouloir intégrer toutes les langues, en tout cas les langues considérées comme état national, c'est-à-dire le plurilinguisme comme on dit, pourrait être une cause, plutôt un facteur de problème. C'est-à-dire qu'il pense que, est-ce que le fait d'intégrer toutes les langues ne pourrait-il pas être considéré plutôt comme un problème? C'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? C'est une excellente question. Voilà, c'est une très bonne question. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai consacré tout un article à cette question. Et ce qu'il faut voir, c'est comment ça s'est fait dans les pays qui sont multilingues. Il y en a beaucoup. Cette affaire-là d'avoir qu'une seule langue officielle, il ne faut pas penser que c'est la norme. Je vous ai dit qu'en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Il y a d'autres pays d'Afrique où il y en a 2, 3, 4. En Europe aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le français est une langue officielle parmi d'autres. Je ne dirais pas, il y a des petits pays par la taille, parce qu'on peut dire oui, au Sénégal, on a un petit pays, mais il y a d'autres en Europe de petits pays où ils ont 4 langues officielles. Italien, français, allemand, peut-être qu'ils ne diront pas allemand, mais... La Suisse, je crois. Voilà, je ne vais pas dire, voilà, c'est ça exactement. Donc il y a de grands pays où il y a aussi... C'est-à-dire que ce n'est même pas la question de la taille d'un pays. C'est vraiment une question de politique linguistique. Et j'avais aussi, par exemple en Inde, ils ont une vingtaine de langues officielles. Ce qu'il faut après, c'est dire, comment ils ont fait. C'est ça l'intérêt. C'est pas de dire, c'est pas possible, c'est comment ils ont fait. En Afrique du Sud, 11 langues officielles, comment ils ont fait. Au Canada, moi, ils n'en ont que 2. En Belgique, ils en ont, je crois que c'est 2. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a le système qu'on appelle personnaliste, c'est-à-dire que sur le territoire, il va y avoir plusieurs langues officielles, et on va dire, l'État est tenu de garantir à son citoyen, sa citoyenne, que quel que soit le lieu où il sera dans le territoire, il pourra interagir avec l'État dans sa langue, dans une des langues nationales qui est reconnue comme langue officielle, dans une des langues du pays. Oui. Ou alors, ça c'est le système personnaliste, ou alors système territorialiste, on va dire, les langues, elles vont être territorialement déterminées. Ça veut dire qu'on va dire que dans telle région, voilà quelles vont être les langues officielles. Donc ici, ces régions-là, on sait qu'elles sont majoritaires, que les parlers majoritaires, c'est telle et telle langue. Donc on va considérer que, et c'est ce qui se fait par exemple en Inde, chaque État fédéral a choisi ces 2 langues qui vont être les langues officielles. Donc il y a pour ce qui est de l'Afrique du Sud, ils ont décidé que, et c'est ça pour moi la forme vraiment démocratique, que c'est chaque province, on vous donne 11 langues officielles, chaque province détermine parmi ces 11 quelles sont les 3 qu'elle va prendre comme étant ses langues de travail. C'est des langues officielles au niveau étatique, et vous choisissez. Donc ça, on peut le faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est ça qui fait que dans un pays, tout le monde va se sentir citoyen à part entière. Parce que la langue, le respect de la langue, est un facteur d'intégration, du fait qu'on se sent du pays extraordinaire. D'accord, d'accord. Vraiment, merci pour les réponses encore une fois. Et pour en tout cas donner beaucoup plus, apporter beaucoup plus parce que bon, c'est juste pour sortir un peu de la catégorie des questions écrites, pour en tout cas donner la parole à ceux-là qui voudront prendre la parole, comme ça au moins on va rendre le rapport en tout cas beaucoup plus interactif. Et donc je vais donner la parole à M. Abdoulaye Cissé. Je ne sais pas s'il est en mesure de nous entendre, mais si Abdoulaye Cissé tu nous entends, tu pourrais activer ton micro et poser directement ta question à Madame la professeure.
Abdoulaye Cissé, tu es là? Il me semble qu'il ne nous entend pas. Il y a un problème. Donc je vais essayer de voir parce je crois qu'il a essayé d'écrire la question qu'il a. Il a dit l'histoire d'un tel ou tel pays n'a-t-elle pas contribué à avoir une exclusivité pour une langue officielle pour certains pays comme au Sénégal avec la France, le français, et un nombre de langues officielles pour d'autres pays comme en Afrique du Sud. Pour le cas de l'Afrique du Sud, le nombre de langues officielles découlerait des conséquences de la fin de l'apartheid avec l'inclusion de tous les peuples, leurs langues, leurs traditions ainsi que leurs coutumes et autres. Donc je crois que par rapport à ça, vous avez déjà apporté les éclaircissements. Et donc il a aussi posé une autre question. Doit-on désespérer que l'herméneutique sociale puisse apporter au droit une richesse linguistique? La désocialisation des coutumes ne nous offre-t-elle comme perspective du rapport entre droit et langue locale que la problématique de la transcription en langue locale et le droit écrit en français? Bon, je sais pas trop. Sur la question là justement, oui. Est-ce qu'on n'a que le choix de transcrire, c'est-à-dire qu'on prend des textes français et puis on les traduit. Si c'est ça qu'il veut dire, je suis tout à fait et qu'il le déplore, je trouve que c'est pas non plus la bonne solution, parce que ce qu'on doit faire, c'est pas réfléchir en français, écrire les textes en français après les traduire. On doit dès le départ réfléchir dans nos langues sur quand on a un problème particulier. Et c'est parce qu'on réfléchit dans nos langues que les solutions qui sont justement dans les langues, parce que ces langues produisent comment dire, de manière comme ça, instantanée, automatique, des solutions qui sont là depuis des millénaires, c'est-à-dire qui ont été des problèmes qui sont posés, que l'on a réglés et qu'on va retrouver dans les adages, dans des idiomes, dans des formules qui vont venir toutes seules quand on va se mettre à parler la langue. Comme je vous ai dit, quand on se met à chercher l'étymologie de Yon qui veut dire droit, on se dit mais si le droit ça veut dire le chemin, ces chemins-là, ils doivent mener vers où? Et puis si c'est les procédures, c'est quel type de procédure? Et c'est là qu'on voit que c'est, comment dire encore, pencho, diso, tanbulibo, c'est se mettre en assemblée, c'est délibérer. Ah oui, mais dans ce cas, mais c'est quel type d'assemblée, etc. Donc ça nous amène vraiment à faire beaucoup de recherches sur... et puis c'est pas que ça, hein, c'est pas la procédure des assemblées aussi, c'est même dans les familles, par quelle procédure on fait pour qu'il n'y ait plus de... Pour régler les conflits, les étouffer dans l'œuf. Vers qui, c'est vraiment trop long, je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce que je veux dire, c'est que le fait même de parler dans les langues, de parler dans nos langues africaines, la solution est dans les termes africains. Parce qu'on pense que c'est juste, regarde Ndjeke par exemple. Ndjeke, on se dit juste, Ndjeke c'est quoi? On traduit en français, ça veut dire belle-sœur. Non, Ndjeke c'est pas ça. Ndjeke, si on décortique, c'est là où il faut aller en premier. Ndjeke. Là, il faut aller en premier. Pourquoi vous allez là-bas en premier? C'est au cas où il y aura un conflit. Et étant donné que c'est votre mari qui délai de part, vous avez dit, c'est elle ma soeur préférée. C'est la Ndjeke. Donc, et c'est elle que j'ai beaucoup de sœurs, de cousines, tout ça, mais c'est elle qu'on désire. C'est la première qui vient. Voilà, pourquoi? Parce que c'est elle qui pourra, s'il y a un problème, parler avec le mari. Et dire, mon frère, vraiment, ta femme m'a dit ceci. Voilà, donc, même les termes ont un sens qui n'est pas juste, ah tiens, c'est la belle-sœur. Non. D'accord. Donc, il s'avère que c'est pas si facile, professeur, en tout cas, de faire intégrer les langues locales dans le processus en tout cas, de conceptualisation de sciences juridiques. Parce que, comme tout à l'heure, a posé la question, parce qu'il a parlé de transcription. Et vous dites que vous n'êtes pas plutôt pour cette méthode-là et que vous préférez une autre méthode et tout. Mais maintenant, si ce n'est pas vraiment la transcription, si on n'arrive pas franchement et d'ailleurs c'est la question aussi que beaucoup de gens posent, mais si vous voulez vraiment intégrer la langue locale, pourquoi est-ce que vous continuez à vous exprimer en français? Pourquoi est-ce que vous voulez en tout cas, que la traduction se fasse forcément en français et vous voulez qu'on fasse participer les langues locales et pourtant vous continuez à vous exprimer en français? À chaque fois que vous voulez nous parler de problème, vous le faites en français. Maintenant, quelle est vraiment la solution? Parce que c'est comme si on se trouvait dans un impasse. Excellente question. Pourquoi est-ce que je suis obligée de parler en français? Parce que c'est la langue officielle, c'est ce qui nous l'impose. Je suis fonctionnaire, je suis dans une université publique, je ne peux pas venir et dire je vais faire le cours en Wolof et que ceux qui parlent Diola, Pula, Serer, que j'amène des collègues Diola, Pula, Serer et qu'on traduise, qu'on fasse une traduction simultanée. On va dire mais quoi, c'est quoi ça?
Vous comprenez? C'est interdit. C'est ça le principe de la langue officielle. C'est que c'est interdit. C'est comme quand, lorsque vous étiez, certains étaient au primaire et qu'on leur mettait le bonnet d'âne quand ils se permettaient de parler leur langue. Aujourd'hui, pendant le cours d'anthropologie juridique, je suis obligée, quand je fais de l'anthropologie juridique, d'utiliser des termes comme je l'ai fait pendant cette communication-là, des mots wolof. Mais je vous assure que les étudiants ils sont choqués. Vous étiez en anthropologie juridique. Et ils ont du mal parfois, quand je leur dis, mais dites-moi comment ça se dit en poula, dites-moi comment ça se dit en serré, ils ont du mal parce que ils ont été, comment dire, formatés à considérer que dans les lieux d'enseignement, dans les lieux officiels ou les lieux formels, il ne faut surtout pas, ils ne peuvent plus sortir de termes en langue, dans nos langues africaines. Donc c'est devenu, on nous a formatés comme ça. Donc si je parle français, c'est quand je suis dans des endroits où je suis obligée de parler français. Sinon, moi je suis activiste, je suis dans le milieu associatif. Là, je peux vous garantir que quand je fais des formations, je parle dans la langue que je maîtrise africaine, c'est le Wolof. Et mes autres camarades qui maîtrisent le sérère vont faire la formation en sérère, celles qui maîtrisent le diola en diola. Et puisque nous, pour le moment, le droit que nous avons, c'est le droit positif, le droit qui a été écrit en français, c'est nous-mêmes, à nos frais, qui le traduisons en sérère, en diola, en Wolof, pour le mettre à disposition des populations. Effectivement. Et par rapport à ça, il y a un penseur, Boubacar Bourdieu, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, et j'ai beaucoup de respect. Et en guise de réaction par rapport à cette critique-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement arrêté d'écrire en français. Et il s'exprime maintenant en Wolof, mais il écrit ses ouvrages en Wolof et tout. Même avec ça, on a continué à adresser des critiques pour lui dire, mais vous écrivez en Wolof, l'alphabet Wolof. Mais déjà, c'est une chose que de lire, d'écrire, de savoir écrire l'alphabet Wolof, et une autre de pouvoir lire, parce qu'une personne peut parler Wolof et ne pas être en mesure vraiment de lire en Wolof. Donc ça aussi, c'est... Cheikh Anta Diop a dit, il est plus facile d'apprendre un alphabet qu'une langue étrangère. Donc la personne qui parle déjà sa langue, ça prendra juste, ça dépend, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou plus pour pouvoir écrire sa langue. Mais pour apprendre une langue étrangère, vous voyez bien qu'il faut toute une scolarité. Donc si, en tout cas, oui, s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à la professeure, donc il pourrait... Bonjour Yunus. Oui, bonjour, c'est Abdoulaye. Yunus, vous me recevez, hein? Oui, je vous reçois. Oui, c'est M. Tchoubou. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Tchoubou. Vous savez. Oui, c'est vraiment toujours un plaisir de vous écouter. Merci. Et que nous vous remercions infiniment de nous avoir fait cet honneur-là de nous entretenir sur cette thématique par rapport aux langues africaines et les langues nationales, les langues officielles. Voilà, je voudrais parler sur le substrat culturel, sous-tendant les idiomes. Par exemple, dans son ouvrage Aspect de la civilisation africaine, Amadou Hampâté a affirmé en ce qui concerne l'Afrique en tout cas, seules ces langues pourraient permettre de pénétrer son âme. Ce qui signifie qu'au-delà de la dimension instrumentale, pour ne pas dire pédagogique, qui est très souvent mise en avant, en tout cas dernièrement par les nouvelles autorités politiques, les langues africaines, comme toute autre langue, sont porteuses d'imaginaire ou de sens. Maintenant, je voudrais savoir, face à cette réalité, quelle devrait être en tout cas la portée de ces langues vernaculaires-là par rapport à la refondation même des curricula au niveau des facultés de droit, c'est-à-dire les disciplines, c'est-à-dire par rapport à la refondation, quelle est la place de ces langues-là, en tout cas, par rapport à ce bouleversement-là, parce que dernièrement, avec les perspectives décoloniales qui nous concernent nous tous, on tente de repenser un peu les curricula au niveau des universités, en tout cas dans ces différentes facultés. Maintenant, quand on introduit les facultés de droit africaines, quelle devrait être peut-être ces langues, la place de ces langues vernaculaires par rapport à une éventuelle refondation des curricula? Je vous remercie. Merci, M. Tchoubou. Moi, je pense que les langues africaines doivent être enseignées. Et on n'a qu'à se mettre en rapport, en collaboration avec la faculté des lettres et faire en sorte que les professeurs de droit voient avec les professeurs de lettres, voient avec les spécialistes, comme je l'ai dit, il y en a des magistrats comme le magistrat Ahmed Diouf, comment faire en sorte pour que on puisse, de la même manière qu'on enseigne comment ça s'appelle encore, l'anglais juridique, qu'on puisse enseigner au choix des étudiants le sérère juridique, le wolof juridique
le poulard juridique, etc. Moi, je trouve absolument... Je ne comprends même pas... Ça prouve comment est-ce que ce logiciel qu'on nous a inculqué, c'est un vrai virus. C'est-à-dire que ça nous bloque la pensée qui devrait être celle de tout juriste. Comment on peut accepter qu'on nous enseigne un droit, qu'on nous enseigne le droit dans une langue que les destinataires du droit ne connaissent pas? Mais moi, c'est-à-dire que... Peut-être parce que je suis dans le militante des droits fondamentaux, mais pour moi, c'est pour ça que j'ai tellement apprécié l'article du professeur Abdelaziz Diouf, et j'y reviens, quand il a parlé de castration démocratique. Et ça aussi, le professeur Cheikh Anta Diop l'avait dit, s'il vous plaît, lisez Alerte sur les tropiques, il ne peut pas y avoir de démocratie quand on utilise une langue que la population ne comprend pas. Il ne peut pas non plus y avoir développement. L'épouse de Cheikh Anta Diop, qui était aussi une très grande savante, elle dit que si on regarde bien, il y a une corrélation entre les États qui sont, comment dire, sous-développés, peu industrialisés, et les États où, donc géographiquement, on peut voir que c'est les mêmes États, là où ces États sous-développés, où ils n'utilisent pas la langue du pays, où il y a une dichotomie entre la langue de l'administration et la langue parlée par les populations. Donc, sur tous les plans, il y a le PNUD a fait des études sur ça, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas... Cheikh Anta a dit que, je l'ai mis en épigraphe de mon article là, que c'est un avortement culturel d'utiliser comme langue officielle la langue française. Mais pour moi, ça me semble tellement évident. Pour moi, c'est tellement facile. Oui, c'est facile, il suffit de le vouloir, de faire ces cours. Et la preuve, c'est que nous, dans les associations, on le fait, avec nos petits moyens. Donc, on ne me dise pas que l'État ne peut pas le faire. C'est une question de volonté politique. Alors, professeur, parmi les gens qui demandent à prendre la parole, il y a aussi le professeur Elas Samba Ndiaye. Oui. Donc, professeur Elas Samba Ndiaye, si vous nous entendez, vous avez la parole. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, professeur. Félicitations à Fatou. Merci, prof. Pour ton brillant exposé. Merci beaucoup à M. Sané également aussi de me donner la parole. Alors, c'est moi qui avais posé la question en rapport avec l'herméneutique sociale. Ok. C'est-à-dire que quand j'entends Fatou, j'ai l'impression que la seule problématique qui s'offre à la rencontre entre le droit et les langues locales, c'est la problématique de leur transcription, la transcription du droit écrit en français en langue locale. Parce que, pour moi, il y a une forme de paralogisme qui consiste à croire que, en réalité, lorsque on vernacularise le droit, pour utiliser le terme tout à l'heure de M. Sané, on règle effectivement la question justement de cette castration démocratique qui éloigne en tout cas les populations de l'intérêt que peut susciter le droit pour elles. Est-ce qu'il n'y a pas, de mon point de vue, une véritable prise de la source du droit qui délégitime effectivement le canal des langues locales? Je m'explique. Tout à l'heure, tu as bien dit que, effectivement, tu ne verrais pas d'un mauvais œil qu'il y ait, par exemple, que l'on donne la possibilité de choisir le sérère juridique, le wolof juridique, le poulard juridique, et l'enseigner, effectivement, comme option. Mais, à partir du moment où, en réalité, le rapport entre le droit et les langues locales est vu d'en haut, de façon verticale, c'est-à-dire, on crée des concepts en français, on importe des réalités qui, effectivement, nous sont imposées par, justement, cet arrière-plan colonial, et on l'interprète et on le transcrit en sérère, en diola, en wolof. Est-ce qu'on règle le problème si on ne pense pas que le droit créé par, effectivement, l'ethnie sérère, les pratiques socioculturelles sérères, ne gagnerait pas effectivement à être importé dans notre seuil de positivité pour qu'en réalité, que l'on puisse véritablement réfléchir sur la pertinence du sérère juridique, du wolof juridique, etc. Je m'explique pour terminer sur cela. Est-ce qu'en désocialisant les coutumes,
on ne tue pas également aussi l'intérêt de devoir réfléchir effectivement sur la question du rapport entre le droit et les langues locales. Parce que les langues locales, comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit, ce n'est pas seulement effectivement un procédé de communication, c'est également aussi des ethnies enfantent les langues, mais enfantent également aussi du droit. Est-ce que ce n'est pas justement le fait que ce droit-là remonte au seuil de la normativité sociale qui pose un problème et qui du coup rend effectivement cette rencontre entre le droit et les langues locales problématique? Je ne sais pas si j'ai essayé de vous faire comprendre un peu mes préoccupations. Voilà, merci. Merci, prof. Je me sens de retour à nos réunions de coordination. Quand nous devions nous mettre d'accord sur un plan et sur des développements. Alors, moi je pense que, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre, mais parce qu'on est d'accord sur le point qu'il ne s'agit pas de transcrire le droit français en Wolof Serer Pola. Il ne s'agit pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que le droit qui est là, il faut bien que les populations le connaissent. Donc on est bien obligé de le transcrire. Parce que ce droit-là, il est là. Mais ce que je dis, c'est que, au-delà de ça, il faut penser le droit, y réfléchir dans nos langues. Parce que quand on le fait, ça nous amène, et c'est pour ça que je donnais des exemples, à des solutions, à des manières de voir le droit complètement différentes de celles que nous avons dans notre droit positif, parce que celles que nous avons dans notre droit positif nous viennent du droit romano-germanique. Et je pense que, c'est ce que j'ai dit aussi dans ma communication, que si les autorités ont si peur d'introduire, pas seulement, parce qu'à chaque fois on nous parle, depuis ça fait des dizaines d'années qu'on nous parle du droit des langues nationales au primaire. Non, il faut les introduire à commencer par le secondaire. Parce que c'est là que Madame Charente va expliquer comment est-ce qu'on ira plus vite dans ça. Mais aussi à l'université. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de ça? Parce qu'une fois qu'on aura introduit, cette fois ce sera ce virus-là, de penser le droit dans nos langues, se dire tiens, on a du droit pourtant ça et ça, qu'on pense que c'est juste du folklore. Mais on peut en faire du droit. Ah, mais ce sera plus difficile d'aller nous imposer ce droit étranger. Là, les gens auront comment dire encore, les armes, les arguments qu'il faut pour se défendre contre un droit qui les laisse démunis. Ils n'y comprennent rien. Ça leur est asséné. Il faut qu'ils aillent chercher des experts payés très cher. Et quand ils n'ont pas d'argent, ben, tant pis pour eux. Mais et heureusement que nous, on est là, l'association des femmes juristes et d'autres associations, pour leur donner des conseils juridiques gratuits, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand on va commencer à discuter dans les salles de classe, dans les amphis, même quand il s'agit de traduction du droit dans nos langues, je peux dire que là, les choses vont changer. Parce que moi, quand je commence à chercher les termes juridiques dans nos langues, déjà en Wolof, j'ai commencé à établir un terme à partir du Wolof, quels sont les termes qu'on pensait ordinaires et qui ont un sens juridique. Ah, ça change totalement sa perspective. Et c'est ce que fait David Graber aussi. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse, si ça répond à ce que tu m'as dit. Nous espérons en tout cas que le professeur Ndiaye trouvera en tout cas une satisfaction dans la réponse que vous avez apportée. Donc il y a aussi une autre question qui vous est destinée, professeur. Mais il faudrait, c'est vrai, mais il faudrait faire montrer nos langues domestiques aux dignités au plan scientifique. Je crois que c'est un peu mal libellé, là, c'est un peu mal écrit. Donc, raison pour laquelle je demande aussi à c'est peut-être la question qu'on repose à chaque fois. Donc, les codifier, élaborer des concepts, des méthodes et techniques, sans cela, on ne pourra pas contrer le monolinguisme. Donc, je crois que ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une appréciation. Mais en revanche, j'ai vu quelqu'un ici parler, il a parlé en Wolof, il a écrit en Wolof, mais je voudrais bien partager avec vous ce qu'il a écrit pour voir ce que vous en pensez. Voilà, Lakku Jambour. Mangako Match. Donc qu'est-ce que cela vous inspire, professeur? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus agréable que de parler sa propre langue. C'est tout. C'est-à-dire le plaisir qu'on a de découvrir le sens, l'étymologie des mots, leur origine, tout ça. Et regardez en français. On enseigne en français et
secondaire, je sais plus, le primaire est trop loin pour que je me souvienne, mais dès le secondaire, il y a des cours de français. On enseigne en français, puis il y a des cours de français, de littérature française. Mais parce que la langue, c'est beau, on aime l'enseigner, mais pourquoi on le limite au français? Pourquoi est-ce que nous, on ne donne pas des cours de Wolof et de tout ce que... toute la littérature, je suis en train de dire l'oraliture, même il y a aussi de la littérature écrite en Wolof, en série, en polar, et puis dans les autres langues. Mais on veut quand même que nos enfants, même moi je veux pouvoir le lire, et qu'on me décortique ces textes, ces livres de Boubacar Boris Diop, et puis d'autres. Il y a beaucoup maintenant d'auteurs qui écrivent en Wolof, et pas seulement maintenant. Il y en a depuis le 19e siècle, et même avant. Parce que je pense aussi à ce qu'on appelle le Wolofal, c'est-à-dire écrire avec les caractères arabes. Donc il y a tous ces documents-là qui sont là, et puis on ne l'enseigne pas. Mais c'est notre patrimoine, et puis d'ailleurs ce que j'ai mis dans mon article, c'est qu'il y a aussi la protection du patrimoine immatériel. Mais c'est une obligation de l'État. Effectivement. Donc il y a aussi M. Ndiaye Mademba qui voudrait aussi prendre la parole. Donc M. Ndiaye Mademba, si vous nous entendez, le micro est à vous. Vous êtes là? Donc il me semble, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, mais il me semble aussi qu'on a aussi une autre appréciation. Si l'on reprend l'histoire du droit au Sénégal, on aurait tendance à penser que ce n'est pas tant dans la représentation, que ce n'est pas tant la représentation que l'autre a du droit que la représentation qu'il a de nous. Je n'ai pas trop compris. Mais monsieur Kobor aussi, si vous avez aussi des choses à dire, vous pouvez aussi nous le faire parvenir, on vous écoute. Monsieur Kobor. Aujourd'hui, monsieur et dames, les questions liées aux perspectives décoloniales sont au cœur de la doctrine africaine. Cependant, les penseurs décoloniaux, comme nous le rappelle Asia Antiquité, formulent leurs aspirations à l'autonomie dans le langage humain qui a permis de les expliquer. Or, il y a tout, ne soumettons pas d'autant mieux que les soumis consent à relever le langage de celui qui les place en condition de subordination. Ce qui veut dire donc que le combat sur la revalorisation des langues africaines devrait précéder sur toute autre aspiration à l'autonomie. Bonjour tout le monde, c'est comme un immense honneur de partager avec vous ce panel scientifique et plus encore de le partager avec la professeure Fatou Camara, qui est non seulement une professeure mais également un modèle pour nous tous. Je tenais juste à rappeler qu'elle ne manquait pas de rappeler les valeurs fondamentales de l'Afrique traditionnelle. Déjà dans son cours en master 2 sur la cité immobilière, elle faisait le parallélisme entre le débiteur dans l'antiquité négro-africaine et le débiteur dans l'antiquité romaine, pour montrer que le débiteur dans la tradition négro-africaine était respecté, il n'y avait pas de contrainte par corps, accord ailleurs avec la loi des 7 arbres. Vous voyez que le débiteur pouvait non seulement suivre une contrainte par corps, mais pouvait aussi être présenté dans différents marchés en vue d'être vendu. Le débiteur pouvait même être tué, donc et ses membres étaient partagés entre les différents créanciers en fonction donc de leur part respective. Toutes ces précisions sont importantes pour rappeler que le combat pour la recentralisation des langues africaines ludiques ne relève pas simplement d'une propagande culturelle, mais parce qu'on s'est rendu compte des décennies après que les zolos dithyrambiques que Senghor nous servaient sur l'utilisation de la langue française comme langue officielle n'étaient en réalité de la poudre de perlimpinpin, et qu'aujourd'hui, grâce aux travaux de certains penseurs comme notre cher invité, nous nous sommes rendus compte que les langues africaines sont en réalité plus adaptées. Je vais juste donner quelques exemples avant de passer la parole. Monsieur de Dac, c'est la séquence. Pensez-vous qu'il est plus facile de faire comprendre à mon cousin serré qui se trouve dans un endroit très reculé du pays, de lui dire que l'article 96 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que le contrat légalement formé créé entre les parties est irrévocable et que l'article 97 dispose que le contrat ne peut être ni révisé ni résilié que d'un commun accord, pour de lui dire tout simplement Kortewate. Parce que cette expression, au-delà de construire un résumé de toutes ces dispositions que j'ai bien citées, mais aussi l'accent sur les jugements de valeur. Parce que réellement, le débiteur inconsciemment va se dire donc que si je ne respecte pas mes engagements, cela voudrait dire que de mon corps, on peut toujours continuer la réflexion avec nos amis sérieux. Avec l'article 133 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose que le préjudice est en principe réparé par l'équivalence en louant la victime des dommages et intérêts. Et l'article 134 qui dit que les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'il soit pour la victime la réparation intégrale de son dommage. Ou tout simplement dire à mon professeur
On peut donc poursuivre cette réflexion et étendre sur l'ensemble des codes. Le souci, c'est que même pour ceux qui ont fréquenté l'école, les dispositions sont souvent écrites dans un français difficile à assimiler, souvent inaccessible aux juristes, qui pour la plupart du temps, animés de mauvaise foi, les interprètent à leur guise. Et donc, cette inaccessibilité-là, les dispositions, accentue en tout cas la fâcheuse tendance des juristes à écarter une couche de la population pour leur nier la légitimité de se prononcer sur certaines questions. Vous l'aurez compris depuis le début, je n'utilise que des expressions voilà, parce que hier j'ai expliqué au modérateur que je ne parle pas de votre droit, mais cette réflexion peut être aussi étendue sur tous les autres langues africaines. Donc le sujet c'est qu'on pourrait nous dire que ces expressions-là sont vides de sens parce qu'elles manquent de jurisité. J'aimerais juste rappeler à ces personnes qui promouvent ce genre de discours que la coutume en Afrique traditionnelle qui va de pair avec l'ethnie, avec donc la langue, déborde le cadre de la normativité ou bien de la juridicité et donc a des dimensions abstraites, métaphysiques comme l'éthique, l'honneur, etc., etc. Voilà en somme, monsieur et dames, ce que vous avez à partager. Je vais juste terminer par une interrogation. Madame Fatou Kamara, aujourd'hui, vu comment la langue française a pénétré, en tout cas nos langues africaines, ne pensez-vous pas qu'au Sénégal une créolisation est envisageable? Merci, monsieur. Une créolisation est envisageable. Pensez-vous qu'au Sénégal une créolisation est envisageable? Je sais. Comment est-ce que tu es toujours avec nous? Je ne sais pas ce qu'il entend par créolisation. Comment est-ce que tu es toujours avec nous? En tout cas, entre les langues africaines, il y a beaucoup d'emprunts d'une langue à l'autre. Cher Ante l'a montré, d'autres auteurs aussi. Comment est-ce qu'on retrouve dans le Wolof des mots serrés ou poulard, il avait fait un tableau. Et comment est-ce qu'en tout cas entre le serré et le poulard aussi, il y a beaucoup de mots qui se retrouvent. Donc je sais qu'entre les langues africaines, c'est là ce qu'il entend par créolisation, ça existe. Certainement. Je rappelle que M. Kobor fait partie de l'équipe de recherche qui vous ont soumis. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces commentaires, très enrichissants. Et donc, M. Mamadou Sissoko, est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Vous avez demandé à prendre la parole. Mamadou Sissoko, lui aussi, il fait partie aussi de l'équipe de recherche. Et là, je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Il y a un problème avec son micro, je crois. Donc, on a une appréciation de M. Baïdi Djigo. Je crois qu'on était camarades de promotion. On a donc terminé la formation en master ensemble. Et il dit qu'il est heureux de vous retrouver, de vous entendre parler et tout. Et sur cette thématique d'une haute importance. Donc, il pense qu'il faudrait dissocier la question de la transcription du droit en langue nationale de la question de l'adaptation du droit sénégalais aux réalités exclusives sur cette dernière. Bon, je ne sais pas trop. Oui, j'ai tout à fait compris ce qu'il a dit, M. Digo. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Digo. Et d'ailleurs, mon exposé n'a porté que sur le deuxième point. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas parlé de transcription. Moi, j'ai parlé de réfléchir au droit africain de réfléchir au droit à partir des langues africaines. Donc, c'est les questions qui m'ont amené sur la question de la transcription. Mais moi, je n'ai voulu aborder que la question de quand on fait du droit dans nos langues, ça nous amène à avoir des perspectives différentes. Donc voilà ce que j'ai dit avec les exemples que j'ai donnés. Quand on parle du prêt à intérêt, on donne un sujet, on dit ok, le prêt à intérêt, comment est-ce que c'est vu dans nos droits et comment on fait. Et c'est là aussi, c'est un des cours, c'est ce que je dis aussi dans le cours d'anthropologie juridique. On n'a pas le droit africain, ça ne s'enseigne pas avec des codes. C'est-à-dire, depuis l'Égypte ancienne, tout a été écrit, ils ont tout écrit en Égypte. C'est-à-dire qu'ils écrivaient, ils ont inventé l'écriture, donc ils se sont bien servis à la fois l'écriture et le support, c'est-à-dire le papier. Donc ils ont tout écrit, les comptes, la comptabilité aussi. Donc vous avez des PV d'audition judiciaire. Donc tout ça, ça a été écrit, mais on n'a pas trouvé de recueil de textes de loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Parce que dans ce cas, vous dites, mais s'il n'y a pas de texte de loi, comment on fait? S'il n'y a pas de code, comment on fait pour savoir c'est quoi le droit? C'est ça la question, comment on fait? Donc comment on fait? C'est les adages, c'est les contes. La fable là qu'on nous a racontée sur Nasreddin et celle que je vous demande d'aller lire sur Bouquet et la vie infirmière, et puis il y en a plein d'autres, dans lesquels on trouve les principes généraux du droit. Ce que tout à l'heure, c'était M. Sissoko qui parlait de Gor
c'est ça. Oui, c'est une règle de droit. Ça, c'est des adages. Donc, c'est là que quand on dit principe généraux du droit, on pense que ça peut se dire qu'en latin, mais le latin c'est une langue. En wolof, en série, en poulard, en diola aussi, on posait nos principes généraux du droit. Et aussi, dans nos fables, dans des contes et légendes, on pense que c'est juste des contes, non, c'est des récits juridiques. Donc à nous de savoir, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit apprendre à le faire. Enfin, on doit apprendre à décrypter. Et c'est là que je vous renvoie, s'il vous plaît, allez le lire aussi, le livre de Ahmed Diouf, la famille matriarcale, l'agence, GENS, l'agence de droit maternel ou la famille matriarcale, écrit par Ahmed Diouf, publié aux éditions L'Harmattan en 2016. Là, vous allez voir de manière pratique, concrète, comment à partir de contes, que lui il appelle des récits mythologiques, des mythes de création, comment est-ce qu'on peut en tirer le droit. Là, c'était en l'occurrence le droit de la famille. Effectivement. Donc, à aller lire ce livre absolument. Donc, il faudrait prendre ça en compte. Oui, bonjour, c'est ça. Oui, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bonjour. Je vous joins à mes amis, nous soyons à l'Amérique et Sané et Kobor pour vous exprimer en tout cas tout notre contentement. Merci beaucoup. Nous avons honoré en tout cas de votre présence, de votre accompagnement dans le cadre de ces séminaires d'ASPAD. Nous profitons également de l'occasion pour remercier également de l'ASPAD d'avoir rendu possible ce moment d'échange. Alors, sans plus tarder, je vais vous soumettre une préoccupation d'ordre technique. Vous avez en tout cas à travers votre exposé faire un constat qui globalement est partagé par bon nombre de juristes. C'est-à-dire la politique d'endiguement des langues locales dans la production et la diffusion du savoir juridique a été source de contradictions, de tensions et de failles sociologiques. Alors, pour y remédier, la question interpelle en tout cas dans la dimension épistémologique des raisons techniques, des éléments d'ordre technique. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit en réalité que la méthode de la traduction, pour vous, n'était pas en tout cas celle la mieux adaptée pour réussir ce pari. Alors, si on élimine ce procédé, il existe peut-être d'autres procédés qui pourraient nous permettre de réussir en tout cas une telle intégration. La question est de savoir est-ce qu'il faut passer par le procédé méthodologique de l'écrit, c'est-à-dire codifier les langues locales, ensuite réussir en tout cas l'intégration dans l'ordonnancement juridique, ou bien est-ce qu'il faut passer par le procédé révolutionnaire de l'oralité, qui est plus conforme de mon point de vue culturel à la tradition négro-africaine, pour pouvoir en tout cas réussir cette montée en dignité des langues locales au plan normatif. Parce qu'en faisant cette note conceptuelle, nous avons constaté qu'il y avait en réalité un déficit de position sur les procédés techniques d'une telle intégration des cultures locales. Alors aujourd'hui, étant donné que, en tout cas, vous nous avez fait, quels, en tout cas, selon votre avis, sont les procédés méthodologiques qui nous permettent de réussir, en tout cas, le pari de faire des sciences juridiques, en tout cas, un élément d'ordre culturel, une réalité culturelle, et de nous permettre au droit, en tout cas, de faire au droit la chose. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il faut éliminer la traduction? Évidemment que non, il ne faut pas éliminer la traduction. Dans le monde, la traduction, c'est normal, il y a des lois qui existent, évidemment qu'il faut les traduire. C'est même impératif. C'est incroyable d'ailleurs que dans la Constitution, vous verrez qu'il est écrit, je ne sais plus à quel article, je n'ai pas le numéro en tête, mais que les administrations, les collectivités, même les établissements privés, institutions privées ont l'obligation de participer à l'alphabétisation dans les langues nationales. C'est dans la Constitution. Mais pourquoi? Mais pour qu'ils puissent après traduire, parce que tant que le français est l'unique langue officielle, il faut bien que les textes soient traduits. À quoi ça sert de mettre des langues nationales dans la Constitution? De dire que c'est les langues codifiées, cela veut dire que l'obstacle technique est surmonté. Quand on dit que ça y est, c'est reconnu dans la Constitution que telle langue est une langue nationale, cela veut dire que ça y est, on a l'alphabet, on peut l'écrire.
Et pour ce qui est, il y a des langues qui sont déjà très en avance. Le Wolof et le Pulaar, ça y est. Je vous ai dit que les lexiques sont là. J'ai participé à une œuvre de traduction avec le magistrat Ahmed Diouf et puis un interprète, malheureusement je le nomme, je crois qu'il s'appelle Diouf aussi, un interprète des tribunaux. On a participé à la traduction de la je crois que c'était la Constitution ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en français, pardon, en Wolof. Donc la traduction, il faut la faire. Maintenant, comment faire pour faire des sciences juridiques une réalité culturelle? Donc les procédés techniques, ça ne manque pas. Est-ce que la procédure révolutionnaire de l'oralité conforme à la tradition africaine? Il faut faire attention avec ça. Parce que, on nous dit, j'ai suivi une fois une personne sur, je ne sais plus qui c'était sur Internet, qui disait, attention, quand on dit tradition orale, on a inventé l'écriture. Je vous dis que l'Égypte ancienne, ils ont écrit partout, ils ont écrit sur les murs, ils ont écrit dans les tombes. C'est grâce à ça qu'on a gardé beaucoup de choses. Ils avaient des livres partout. Donc, on est bel et bien une civilisation de l'écrit, mais on est aussi une civilisation du verbe. Ça veut dire que ce que l'écrit, ça sert de procédé mnémotechnique, ça veut dire à garder certaines choses, mais on veut aussi, en ayant maîtrisé l'art de mettre beaucoup de savoir dans une phrase très courte, Gortia Wardia, Gorka Dom, qu'est-ce qu'il y avait encore, bon, je traduis pour ceux qui ne parlent pas Wolof. C'est l'exemple que j'aime beaucoup donner, parce que tout le monde connaît. Le dirigeant est une mère de jumeaux. Elle se couche sur le dos. Donc, juste une phrase, il y a toute une science politique qu'on pourrait écrire sur ça. Pourquoi? Parce que le dirigeant doit d'abord, c'est une mère, ça veut dire que... Et puis en plus, on vous montre la sculpture, une maman qui est en train d'allaiter, mais pas n'importe quelle maman, c'est une reine, elle est sur son trône, elle allaite, ou elle a ses jumeaux. Donc ça veut dire déjà que cette vision qu'on a du dirigeant, c'est qu'il est là, il est dans la bienveillance. Et quand vous relisez David Graeber, lui, ce qu'il dit, c'est que le maître, il est là pour, s'il veut fouetter, torturer, abuser de son bien. Ceux qui sont sous son autorité, ce sont ses choses. Alors que nous, la conception qu'on a du dirigeant, c'est que le dirigeant, c'est une mère. Ceux qui sont sous son autorité, ce sont ses enfants et il va les traiter. Elle doit les traiter, ou il, selon son sexe. Pas en choses, mais en enfants chéris. Donc on dit en Wolof Ndiabot, que les personnes, vos administrés, ce sont vos enfants. Donc tout ça pour dire que on a tout ce qu'il faut. On a les moyens techniques, on a il n'y a rien qui manque. Les experts sont là, les livres sont là, l'alphabet est là, tout est là. Tout ce qu'il nous manque, c'est que les autorités ne veulent pas le faire. Donc tant que les autorités ne le font pas, il appartient à des volontés individuelles, privées, de se mettre ensemble, comme Boris Diop l'a fait en créant sa maison d'édition et en écrivant directement en Wolof. Il faudrait qu'il y en ait qui fondent leur école, et puis qui, dans leur école, se mettent à faire du bilinguisme ou du multilinguisme, parce qu'on a des écoles franco-arabes, des écoles franco-turques, des écoles franco-anglaises. Mais il n'y a personne qui pense à faire d'école franco-wolof, franco-sérère, et je parle du collège ou de l'université. Il faut qu'on se décolonise dedans aussi. Hein. Effectivement. Donc, M. Ndiaye, est-ce que vous êtes là? Okay. Si vous, voilà, donc vous pouvez prendre la parole. Oui, je crois que vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Je voudrais remercier Madame la Professeure pour Merci, de passage pour quelques minutes de sourire sur cela. Parce que c'est vraiment inspirant pour quelqu'un qui n'est pas le juriste comme moi. Mais ce qui vraiment m'épate, c'est cette notion de penser le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de traduction. Je crois que c'est d'abord une question de penser le droit dans nos langues et de voir finalement qu'on a des concepts qui rendent mieux compte de la réalité de l'autre. Et c'est essentiellement le concept de faillite. Il est pour faillir. Dans le droit français, je crois que ça veut dire abandon de domicile. Alors que le failli, c'est l'appel à la réconciliation. Donc, si on ne pense pas le droit en fonction de nos langues, je pense qu'on a tous les problèmes de contradiction entre ce que nous voulons et ce que le juge va réaliser alors qu'on condamne alors que la femme n'était pas partie pour abandonner sa maison, elle était partie justement pour pouvoir revenir et appeler au secours qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire un signal. Mais je voudrais aussi dire, et vous l'avez dit à la fin, que tout est question de volonté. Le lexique est là, les traducteurs sont là, les juristes qui peuvent penser ça sont là. C'est un problème de volonté politique.
Et je termine sur un point, madame. D'abord, j'aimerais bien que ceux qui nous ont invités nous renvoient aussi au moyen d'avoir accès aux écrits de tous et à vos propres écrits. Ça nous permettra, nous autres qui ne sommes pas du domaine du droit, de pouvoir lire, ne serait-ce que lire. Cette traduction du droit, je pense également, ça peut nous intéresser. Ça, c'est pour mon étude personnelle, je pense que nous sommes. Mais je voudrais aussi qu'il y ait une réflexion des juristes sur comment cette question est réglée par le Khadi. Parce que le Khadi, il a un droit en arabe. Et il ne juge pas en arabe, il juge en wolof, il juge en polar, il juge en sérère. Comment lui, il a réglé ce problème d'avoir un texte arabe? Parce que le juge francophone, il a un droit en français et il juge en français. Mais le Khadi, il a un droit en arabe et il juge en wolof. Comment ils ont réglé ce problème? Je pense que ça serait intéressant un peu de voir ça également. Ce n'est peut-être pas le moment de répondre, mais je crois que des juristes devraient aussi se pencher sur ça pour renforcer cette conviction absolue que moi, en tout cas, j'ai, et qui s'est renforcée en écoutant Madame la professeure, que si nous ne pensons pas le droit dans nos langues, nous ratons beaucoup de choses. Les Français l'ont fait dans leur langue, les Allemands le font dans leur langue. Il n'est pas normal que nous, on ne le fasse pas dans notre langue parce que le droit véhicule la culture. Encore une fois, merci pour cet agréable moment de réflexion de la part du professeur Fatou Camara. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci. Ben, je crois que M. Ndiaye a vraiment parfaitement résumé ma pensée. Moi, je n'ai rien à rajouter à ce qu'il a dit. Sinon, vraiment, je trouve que... Voilà. Et puis, en plus, c'est un non-juriste, donc c'est encore mieux. Et pour le partage du document qu'il a mentionné tout à l'heure, après on va essayer de... Ah oui, moi, ma présentation, oui. D'accord. Donc, veuillez nous laisser, Monsieur Ndiaye, veuillez nous laisser votre adresse email. Comme ça, après, à la fin, on va essayer de voir quand vous faites parvenir les documents, le document du professeur, de la professeure Fatou Camara, ainsi que l'article du professeur Diouf dont elle parlait. Donc, professeur, nous arrivons à la fin, en tout cas, de cette entrevue. Bon, d'accord. Donc, soyez assez bref, monsieur, parce que nous sommes assez pris par le temps. Quand on est présent chez vous, c'est pour venir quand même participer. Ça fait longtemps que j'ai levé, on avait bloqué les groupes, donc je pense quand même qu'avant il faut laisser les gens parler. D'accord, allez-y, allez-y. Je dois remercier vraiment la professeure Camara. Camara, vraiment, parce qu'on m'a été ensemble. Mais vraiment, elle nous a gratifié d'un bon après-midi aujourd'hui. Et je l'en remercie. Véritablement, notre problème dans ce pays-là, ce n'est pas le problème de nos langues, ce n'est pas le problème de nos volontés politiques, c'est le problème de nos intellectuels. Nos réfractaires à tout changement. Dans le fond, c'est ça le problème. Toutes les questions que j'entends là, c'est les gens, c'est le type de privilèges. Est-ce que si on fait dans les langues nationales, on ne va pas perdre ce qu'on a? C'est le problème. Et ça, je crois qu'il faut que les gens se départissent de ça. Aujourd'hui, le fait de parler droit dans nos langues, c'est une question de justice. C'est une question de système encore. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse avoir un paysan dans un tribunal et que le juge parle français, qu'on interprète traduit sans wolof et qu'il répond, alors que le juge peut parler wolof et que l'autre peut parler juste wolof. Aujourd'hui, dans les grandes démocraties, comme en Allemagne, mais on ne juge plus personne sans traduire à celui qui, effectivement, est wolof ou mandingo. Dans sa langue, surtout pas on l'accuse. Et c'est sûr que, madame l'a dit tout de suite, si on revisitait les concepts juridiques dans nos langues, on réglerait énormément de problèmes que la langue française nous pose. Donc, merci beaucoup. Vraiment, nous, en tout cas, on est sur le chantier, à fonctionner la nuit. C'est une association qui essaie de faire quelque chose dans ce sens-là. Et vraiment, on veut tout faire pour que les langues reprennent place. C'est d'abord une question de justice. Voilà, madame, ce que je vous dis très brièvement, parce que quand même, j'ai pu faire de la partie du toujours. Encore une fois, merci. Alors, merci beaucoup, M. Diakhaté. Ça, vous méritez aujourd'hui votre sac de riz.
Alors, merci à vous, M. Diakhaté, pour cette brillante intervention. Et quand il parle de justice, en tout cas dans la prise en compte de ces langues-là, je crois aussi que, professeur, vous vous retrouvez un peu lorsque vous parlez aussi qu'il s'agit de droits fondamentaux pour les citoyens. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un peu pris par le temps, donc nous sommes obligés de raccourcir cet entretien. Mais, professeur, est-ce que vous auriez un dernier mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Moi, je voudrais remercier tout le monde qui sont venus assister à ce séminaire, surtout qu'avec le titre qui était donné, les choses étaient claires. Donc si vous êtes venus, c'est parce que la question des langues africaines vous intéresse, que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Donc je pense que nous tous, ici et toutes, nous allons être les ambassadeurs et les ambassadrices. Il y en a qui sont déjà en train de, puisque M. Diakhaté est dans une association, je crois que c'est aussi bien compris sur la question des langues nationales, nous allons être les ambassadeurs et les ambassadrices de ce que nous voulons arriver. Et puis on va essayer de le faire, ne pas attendre l'État. Et nous-mêmes nous dire que il faut qu'on s'y mette à produire ce que nous voulons qui arrive. Donc voilà ce que je veux dire, que votre présence vraiment est très encourageante et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez apporté à la discussion. Donc merci à vous tous. Donc merci à vous encore une fois, professeur. Merci d'avoir bien voulu vraiment faire le déplacement et de nous faire l'honneur d'animer ce séminaire. Merci aussi à vous autres qui nous avez suivis depuis le début. Nous vous remercions en tout cas de l'attention particulière que vous nous avez portée et vous donnons rendez-vous. Avant même de terminer aussi, je voudrais aussi encore une fois remercier l'ASPAT pour nous avoir donné cette possibilité. De remercier aussi le LERCDA. Et aussi remercier en tout cas toutes les personnes qui, de près ou de loin en tout cas, contribuent à ce que les activités scientifiques au niveau de l'ASPAT puissent continuer. Et donc sur ce, nous allons donc vous donner rendez-vous d'ici un peu moins de 2 mois pour continuer notre cycle de séminaire qui va porter sur un autre sujet. Et nous espérons que vous serez encore parmi nous pour en tout cas nous permettre de bien animer ce séminaire-là. Donc encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Afrobank